De la campagne présidentielle, bien évidemment, les derniers événements de campagne, les derniers meetings et l'événement de la campagne hier soir, c'était ce meeting de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, le multiplex Mélenchon, le retour de l'hologramme Jean-Luc Mélenchon simultanément dans 12 villes de France. Alors physiquement, il était à Lille, mais ses militants ont pu le voir, ils ont pu aussi l'entendre également à Albertville, Besançon, Le Havre, Metz, Montluçon, Narbonne, Nice, Pau, Poitiers, Trappes et Vannes. Je cite toutes ces villes parce que c'est un record à l'échelle Mélenchon. Il a fait 5 villes de plus qu'en 2017. Le meeting a été conçu de manière à ce que chaque Français se trouve à environ moins de 2 heures en voiture de son propre Mélenchon. Le candidat apprenait notamment la rupture avec le système. Il y avait des accents comme ça de François Mitterrand dans son meeting. Il s'en est aussi beaucoup pris à Marine Le Pen. Écoutez-le. Écoutez vous autres, les fâchés qui n'êtes pas fachos. À la fin, où ça vous mène cette histoire d'essayer de porter cette femme au pouvoir? Où y trouvez-vous quoi que ce soit dans ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait qui ne soit pas entièrement teinté d'une sorte de mépris de classe? Le Pen-Mélenchon, c'est une place en finale, si on en croit les sondages, une place en finale qui est en jeu. Combien de personnes ont entendu ces paroles? Combien de personnes ont assisté à ce meeting un peu particulier? Difficile à dire, environ 8000 personnes étaient à Lille en présentiel, peut-être aussi entre 1000 et 1500 personnes ensuite dans chacune des autres villes. Ça fait pas mal de monde, entre 10 et 15 000 personnes, on va dire ça comme ça. C'était peut-être le tout dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, 71 ans au mois d'août, 3e et peut-être donc dernière campagne présidentielle. Oui, et sur la forme, effectivement, c'est important. C'est un peu un spectacle, c'est un peu un show, ce meeting en hologramme dans 12 villes. Ça peut compter, ça peut avoir un impact électoral? Je pense que ça intéresse. Je pense que des gens sont venus voir pour voir un meeting en hologramme. Maintenant, je pense que les électeurs ont conscience de l'importance de leur vote et vont voter sur le fond des projets. Donc, ils vont avoir écouté Mélenchon. Et hier soir, il y avait aussi l'émission sur France 2 avec tous les autres candidats. Je pense que c'est ça qui est en train de mûrir dans l'opinion publique et ce sera ça qui sera décisif plus que, à mon avis, les derniers. Il n'y a pas une dynamique? Est-ce que ça entraîne une dynamique de faire un meeting dans 12 villes? Est-ce que ça peut donner une dynamique? Est-ce qu'il peut marquer des points à 5 jours hier soir du premier tour? Oui, parce qu'à partir du moment où vous êtes partout, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Il ne faut pas qu'on soit pour ou contre le discours qu'il tient. C'est une excellente idée. C'est très bien. Il nous avait déjà surpris à la dernière élection. Ce qui compte quand même, c'est le contenu du discours. Et c'est d'une pauvreté insigne chez Mélenchon. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Pourquoi? Il n'y a pas de fond pour vous dans les discours de Jean-Luc Mélenchon? Il y a rien de cohérent, c'est un aboiement permanent. Mais on en a eu un exemple là, d'ailleurs. On peut lui retourner le compliment sur ce qu'il dit de Marine Le Pen. Il est de la même veine, je dirais. La méthode est bonne. Moi, je ne trouve pas que Jean-Luc Mélenchon aboie et soit très agressif. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il fait un bon résultat. Je pense que les électeurs, Français... Il n'a pas de résultat. Oui, on va voir. Il a une dynamique dans les sondages. Il a une dynamique dans les sondages et je pense qu'il ne pourrait pas rassembler s'il était sur le mode de l'agressivité qu'on a pu lui connaître par ailleurs. Là, au contraire, il veut essayer d'avoir un discours accessible à tous. Et je dirais même que Marine Le Pen a bien compris également qu'elle ne peut pas accéder au second tour et être haute. Vous avez raison. Donc il faut quand même, quand on veut être président de la République, avoir une posture de rassemblement des Français. On ne peut pas être agressif à l'égard des Français. Il fait ça au tout dernier moment, parce qu'il a justement, c'est sa grande erreur à mon avis, c'est qu'elle a compris après l'élection de 2017 qu'il fallait qu'elle se recentre, ce qu'elle a fait, contre l'avis d'ailleurs de tous ses conseillers. Quand Éric Zemmour est arrivé dans le paysage et qu'il était candidat, ses conseillers lui a dit t'es en train de te faire piquer ta place, il faudrait que tu te radicalises, que tu reprennes ton... Et elle n'a pas changé. C'était un risque d'ailleurs. Elle a eu ce débat avec son papa. Quand elle a rompu avec le style Jean-Marie Le Pen, c'est précisément parce qu'elle a fait cette analyse. Lui, il a fait tout le contraire. Lui, il s'est radicalisé après 2017 alors qu'il était en position de rassembler la gauche. Et là, il nous fait le gentil, ce qui n'est évidemment pas dans les derniers
derniers jours parce que c'est une posture pour vous. C'est évidemment et chez l'un et chez l'autre une posture. Ouais, on viendra sur Marine Le Pen plus tard, mais sur Jean-Luc Mélenchon. Vous dites aussi, vous, qu'il n'y a pas de fond dans le discours, c'est ce que vous nous avez dit, que son programme est son discours, il change sans arrêt. Il change sans arrêt. Je veux certains témoins qui sont l'immigration. Sur l'immigration, il dit rarement la même chose. Sur beaucoup de sujets, il est assez... Et puis, il est complètement hors de raison sur le front économique. Alors, je crois qu'il a reconnu lui-même avoir évolué sur certains sujets, et notamment, précisément, sur cette question de comment on intègre les immigrés en France. Et donc, il a bougé sur ce terrain-là. Il a mis en avant son concept de créolisation, c'est-à-dire, il a dit la France est métisse et elle le sera de plus en plus. Et c'est très bien ainsi. Donc, il a évolué sur ce terrain-là. Par contre, je pense qu'il y a des constantes dans le discours de Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans qu'il est candidat à l'élection présidentielle. D'une part, la préoccupation écologique. C'est lui qui a mis en avant la notion de règle verte, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas plus, on ne prend pas plus à la terre qu'elle n'est capable de donner. Donc ça, c'est quand même un concept fort qui date de 10 ans. Et puis, la préoccupation, je dirais, du repartage des richesses également est l'autre élément constitutif. On ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas clairement identifié dans ses positions, dans son discours. Politiquement, on sait bien où il se trouve, à la gauche et à l'écologie écologue. C'est quelqu'un qui ondule, qui évolue énormément, enfin qui évolue pas, qui change souvent de pied. D'ailleurs, même dans la posture, il se fait gentil, après il est méchant, il veut faire le grand méchant. Donc c'est quelqu'un qui est assez particulier de ce point de vue. Je suis d'accord, je vous accorde que sur le plan écologique, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il fait assez mal d'ailleurs aux candidats écologiques, me semble-t-il, même si c'est un discours écologique qui est très radical et qui me paraît complètement impossible à réaliser. Il n'est pas seulement radical, il est intégré, il est cohérent. Oui, c'est ça que je veux dire. Il est difficile à... Le problème, si vous voulez... Il a une force dans son discours, c'est sa cohérence globale. C'est pragmatique, et je pense qu'il n'a pas... justement, ce pragmatisme, il a du mal à le mettre en œuvre. Allez, on va parler de Valérie. En discours. On va parler de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a fait un déplacement express en Guadeloupe. Oui, c'était une visite éclair. C'était lundi, visite express de Valérie Pécresse autour du thème du pouvoir d'achat. Elle a été accueillie, peut-être qu'on va la voir plutôt chaleureusement, pour ce premier déplacement de la candidate dans les Outre-mer. Elle a notamment annoncé son intention de créer une banque des Outre-mer. Écoutez-la. Dans mon projet, il y a la création d'une banque des Outre-mer, enfin une seule banque pour avoir un seul guichet, pour pouvoir faire un vrai plan d'investissement pour les Outre-mer en matière d'infrastructure, mais aussi en matière industrielle. Pardon ? Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les Outre-mer, le Parti socialiste et le Parti LR ont quasiment disparu. En Guadeloupe, au premier tour en 2017, Emmanuel Macron avait fait 30,2%, Mélenchon 24,1%, François Fillon, Marine Le Pen étaient plutôt loin derrière, au coude à coude, 14,5 pour Fillon et 13,5 pour Le Pen. Ouais, un mot quand même sur Valérie Pécresse, qui était en déplacement, Steve nous l'a dit, en Guadeloupe, qui a fait un meeting, porte de Versailles, qui était plutôt réussi, en tout cas en comparaison de celui du Zénith, dont elle a dit hier elle-même qu'il était raté, que ça l'avait fait trébucher dans sa campagne. Est-ce que c'est ça qui explique aujourd'hui son score dans les sondages, ou est-ce que le problème est plus profond ? Non, moi je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. On pourrait en parler pendant de longues heures. C'est vrai que ça a été un tournant, ça a marqué un tournant le Zénith, parce que on s'était dit, alors qu'elle était déjà en régression dans les sondages, que ça pouvait la relancer. Souvenez-vous, ça a été l'effet complètement inverse, parce que c'est vrai que ça a été un raté complet sur le fond, sur la forme, plus sur la forme que le fond pour son électorat d'ailleurs. Et ça a été évidemment un tournant. Mais il y a deux choses qui ont fait beaucoup de mal à Valérie Pécresse en dehors de ça. La première, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui avaient du mal à distinguer Valérie Pécresse de Emmanuel Macron. Et elle apparaissait plutôt comme la copie que l'original par rapport à Emmanuel Macron, ce qui en dit long d'ailleurs sur l'état de la droite en France. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que la droite s'est fait voler son fonds de commerce, d'une certaine façon. La deuxième chose, c'est que Madame Valérie Pécresse a fait une campagne, comme la plupart des autres d'ailleurs. Je les mettrais quasiment tous dans le même sac, à part Macron et Zemmour. C'est un catalogue de propositions. On ne voit pas la cohérence, on ne voit pas où est le projet pour la France. Et c'est tout le problème de cette droite républicaine, c'est qu'elle n'avait pas une identification suffisamment claire par rapport, d'une part en plus, parce qu'elle se trouve à mi-chemin,
par rapport à Zemmour, dont qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'identité est claire. C'était mieux avant, pour faire court. Et par rapport à Macron, où ça sera mieux demain, où l'identification est claire aussi. Alors que les autres, c'est la gravité, c'est la médiocrité de tous ces candidats, d'ailleurs, qui n'arrivent pas à montrer une identité claire auprès des électeurs. Catherine, vous partagez le sévère constat d'Istria ? Ah oui, je pense que Valérie Pécresse n'a pas réussi à trouver son chemin. Donc, en effet, ce meeting raté, elle avait essayé de jouer le ton martial. Mais cette difficulté, elle vient de loin. Si on se rappelle le score de Bellamy, il a fait 6% à l'élection européenne. C'est-à-dire qu'une droite qui essaye de jouer la carte d'être hyper conservatrice et un petit peu c'était mieux avant, elle s'est pris 6%. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté de définir un discours de droite, un projet de droite, quand Emmanuel Macron vous promet du sang et des larmes pour tous ceux qui travaillent, c'est quand même assez compliqué. Et il a déjà, comme elle le dit, il lui a piqué toutes ses idées. Donc Emmanuel Macron remplit d'une certaine manière ce côté-là, en ne jouant pas sur le registre de l'ultra-conservateur. Et quand Bellamy a joué le registre ultra-conservateur, il a pris 6%. Donc la difficulté, elle ne vient pas de Valérie Pécresse. La difficulté, elle vient de trouver un discours de droite moderne quand Emmanuel Macron l'a préempté. Enfin, cela dit, il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, François Fillon, avec toutes les bagages, si vous me permettez, judiciaires qu'il avait avec lui, il arrive quand même à près de 20% des intentions de vote. Mais Emmanuel Macron n'est pas identifié comme à droite à l'époque. Emmanuel Macron apparaît comme l'héritier un peu traître de François Hollande. Donc on peut voter au premier tour, il arrive quand même déjà à capter un électorat, je dirais, entrepreneurial de droite. Startup Nation, machin, tout ça. Mais oui, bien sûr, mais il est quand même plutôt la social-démocratie. Il fait quand même 20%, Macron. Mais maintenant, c'est ça qui est pas Macron. Fillon. Ça, c'est quand même montré. Alors, ça veut dire quoi? Ça joue sur l'ambiguïté de Macron. À l'époque, mais il y a la forme aussi. Il y a la forme. Je suis désolé, quand vous avez un discours qui est difficilement, je dirais, audible, parce qu'il n'est pas dit comme il faudrait qu'il soit dit. On est très attaché à ça en France, malheureusement. Vous avez raison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la médiocrité du discours d'Emmanuel Macron ce week-end, moi, je suis tombée d'ennui devant son discours. Il n'y avait absolument rien sur le plan formel. Il y avait des belles images, mais les mots, les phrases, le contenu, ces références poétiques, mais tout ça, c'était d'un ennui et d'une pauvreté pas possible. Bon, ça va peut-être pas l'empêcher d'être réélu ou d'être au second tour. Donc la forme, ça dit quelque chose. Et moi, je pense que ça dit qu'Emmanuel Macron, il est complètement down en ce moment. Il est épuisé et il n'a plus de jus, quoi. Il n'y a plus rien qui sort. Mais ceci étant, c'est pas ça qui fait un candidat. Et Valérie... sûr qu'il n'est pas tellement juste. Je suis pas persuadé qu'il y a un autre des candidats qui soit capable de faire ce qu'il a fait samedi. J'aimerais les voir à l'œuvre. C'était dans nos nuits. Vous l'avez écouté? Non, mais après, oui. Après, on peut considérer, mais je me suis endormi. Voilà. Vous êtes d'accord? On va parler d'Emmanuel Macron, parce qu'il est en Bretagne quand même. Oui, il était en Bretagne, dans la circonscription de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Alors pour des raisons de temps de parole, on ne peut pas diffuser un son du président candidat. Je pourrais vous faire les bruitages, mais je ne sais pas s'il va savoir ce qu'on veut. Sachez qu'il s'en est pris directement à Marine Le Pen. Il a accusé de complaisance envers Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a notamment évoqué le prêt de 9 millions d'euros que le RN continue de payer à un créancier russe. Emmanuel Macron qui se projette déjà en quelque sorte dans un éventuel second tour face à Marine Le Pen. Les arguments, en tout cas, sont prêts. Oui, c'est vrai qu'il attaque beaucoup le Rassemblement national ces derniers jours, lors de ses 2 derniers déplacements. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça arrive trop tard? Là, je pense qu'il faut qu'il se réveille. Mais non, mais franchement... On en parlait avant d'entrer sur ce plateau, c'est que moi je sens, en tout cas du point de vue de l'audience qu'on reçoit sur le site de Regard, à quel point le courant anti-Macron est en train de monter. C'est ça qui mobilise en ce moment. La vague de mobilisation, elle est contre Emmanuel Macron. D'ailleurs, on le voit avec les courbes de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui sont en ascension comme ça, tandis qu'Emmanuel Macron, il est comme ça. On ne sait pas quand les courbes vont se croiser, mais que Marine Le Pen passe devant Emmanuel Macron, c'est possible. Qu'Emmanuel Macron soit éliminé, ça, je ne sais pas si on en est encore là, mais en tout cas, il y a un vrai courant anti-Macron qui se développe dans le pays et les affaires récentes McKinsey lui portent un tort considérable, et pas seulement McKinsey, l'histoire de la société qui a été payée de 300 millions pour penser comment on va distribuer
les professions de foi, il ne faut pas exagérer, quoi. C'est le copain de Macron et il récupère 300 millions. Il ne faut pas blaguer quand même. Yves, est-ce que le front anti-Macron qui est en train de monter peut lui coûter la victoire selon vous? Je ne sais pas, parce que c'est assez difficile de lire finalement les intentions de vote pour Macron. C'était tout à fait bizarre. Il est passé quand même de 24% à 31% en quelques jours. Hein. Et là, il redescend. C'était au moment de la guerre en Ukraine. Oui, à 27%. Oui, est-ce que c'était que ça? On n'en sait rien. Et là, il redescend de façon assez spectaculaire à 27%. Il est quand même encore très très haut. Je sais pas, c'est assez étrange. Il est en dessut de Sarkozy à l'époque au premier tour. Le premier tour, Sarkozy fait 28%. Oui, mais donc. Sarkozy, il n'avait pas de. Je dirais qu'il avait fait une campagne assez linéaire. On a été dans une campagne très linéaire à l'époque, et il n'était pas sortant. Là, il est sortant. N'oubliez pas que s'il est réélu, c'est la première fois qu'un président sortant est réélu sans sortir d'une cohabitation. C'est quasiment un exploit en France, où on a quand même le réflexe Kleenex qui pourrait encore se vérifier à cette occasion. Emmanuel Macron qui attaque Marine Le Pen. Marine Le Pen qui donne une interview ce matin dans votre journal, dans Le Figaro. Yves, je suis prête personnellement et politiquement à gouverner, dit-elle. Je n'aborde pas cette élection dans le même état d'esprit qu'il y a 5 ans. Je suis au bout d'une forme de maturité. C'est ce qu'elle vous dit ce matin. Alors d'abord, il faut dire qu'on a sollicité tous les candidats pour qu'ils nous accordent une interview. Certains ont refusé, comme Jean-Luc Mélenchon. D'autres ont accepté, comme tous les autres, comme ceux qui figurent dans le journal. Aujourd'hui, c'est Madame Le Pen. Demain, ça sera Monsieur Macron. Hier, c'était Madame Pécresse. Avant-hier, c'était Monsieur Zemmour. Tout ça pour expliquer. Non, mais Monsieur Mélenchon était invité. Mais ceux qui ont accepté, c'est toute la droite. Voilà. Et pour ce qui est de Madame, alors Madame, moi, j'étais pas à cette interview, mais elle est d'une sérénité, effectivement. Non, mais elle se pose en présidente. Oui, mais elle va pas se poser autrement qu'en... Elle reconnaît qu'elle a mûri par rapport à la précédente élection. C'est quelqu'un qui est assez serein, qui se présente devant les électeurs. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si Madame Le Pen, si elle perd cette élection, est-ce qu'elle va tenir le propos qui consiste à dire « je ne me représenterai plus ». Ça, c'est une autre affaire. On verra, mais moi, je note en effet que le slogan de Marine Le Pen pour son affiche de dernière semaine, c'est « femme d'État ». C'est-à-dire qu'en fait, elle considère que l'image Marine Le Pen est suffisamment installée, tout le monde sait où elle est située, de quoi relève sa proposition politique fondamentale, et ce qu'elle a à dire, c'est « je suis une femme d'État, je suis prête, je peux gouverner ». Oui, et c'est ça que... C'est sur ça quand on est candidat de la République. J'entends bien, mais c'était ça, elle savait que c'était ça son point de faiblesse, et c'est sur ça qu'elle martèle, et c'est ça qu'elle dit dans sa dernière affiche.